de l'alimentation et de ce qu'on a pu mettre en place en Gironde. Il y a deux de mes collègues la mise en œuvre de cette expérimentation, Anna et Jennifer, donc vous n'hésitez pas si besoin à me compléter. Alors, déjà, peut-être, avant de rentrer dans le propos, vous dire que je prends la parole, moi, de ma place aujourd'hui de chargée de mission Agenda 21 au département. Mais pour autant, ce projet, et on va y revenir tout au long de la présentation, c'est un projet qui est un projet collectif qui n'a pas été porté, bien évidemment, que par le département, mais qui est un projet qui réunit un grand nombre d'acteurs, dont le collectif qui est devenu une association maintenant qui s'appelle Acclimatation, qui est un collectif qui regroupe des chercheurs, des associations et des citoyens qui travaillent sur les enjeux de démocratie alimentaire. Et la ville de Bordeaux, qui est aussi un partenaire porteur fort de ce projet-là. Autour duquel gravitent aussi beaucoup d'autres acteurs, mais en tout cas, vous avez ici les trois grands porteurs de l'expérimentation. Donc, peut-être sur de quoi on parle quand on parle de sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, je ne sais pas quel niveau de connaissance vous avez de cette idée, de ce concept ou même de ce projet de société en réalité. Donc, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est directement inspiré du modèle de sécurité sociale de la santé que vous connaissez, en tout cas du modèle tel qu'il a émergé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Et c'est un modèle qui repose du coup sur trois grands piliers, comme celui de la santé. Donc le premier pilier, c'est celui de l'universalité. Donc là, quand on parle d'universalité, ça voudrait dire que dans le modèle de sécurité sociale de l'alimentation, on parle d'une allocation qui serait versée à tous et toutes, quel que soit le niveau de revenu, le statut, etc. En tout cas, une allocation dédiée à une alimentation qui serait dédiée à chacun sans distinction. Un deuxième pilier fort, c'est celui du conventionnement démocratique. Pourquoi? Parce que cette allocation qui serait versée mensuellement, elle serait dédiée aux achats alimentaires, mais pas à n'importe quelle alimentation, à une alimentation qui serait conventionnée de manière démocratique, c'est-à-dire par les citoyens au sein de caisses locales animées démocratiquement. On va y revenir, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en Gironde, mais le conventionnement démocratique se fait bien évidemment de manière accompagnée et les citoyens viennent définir des critères au regard d'un certain nombre d'enjeux qu'on connaît et qu'on va rediscuter. Le troisième pilier de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est la cotisation solidaire. Et par cotisation, effectivement, c'est là que s'exprime on va dire la valeur solidarité du projet, car là, effectivement, on a une distinction en fonction des revenus et l'idée, c'est que chacun cotise en fonction de son niveau de ressources. Donc voilà un petit peu pour la base des valeurs socles de la sécurité sociale de l'alimentation que nous n'avons pas inventé, hein, bien entendu. Alors ça, je ne l'ai pas précisé, mais il y a un collectif voilà, que je pense vous connaissez, qui existe à l'échelle nationale, qui s'appelle le Collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation, qui porte ce modèle depuis plusieurs années. Il y a un site internet qui est très bien fourni et qui partage ces valeurs socles-là sur lesquelles nous sommes appuyés pour développer l'expérimentation en Gironde. Alors, quelles sont les finalités? Qu'est-ce qu'on vient porter, viser quand on souhaite se lancer dans une démarche de SSA? Il y a deux finalités très fortes. Il y en a une qui paraît peut-être plus évidente que l'autre, mais la première finalité, c'est celle de faire émerger un droit à une alimentation durable pour tous. C'est une distinction assez importante parce que quand on parle de SSA, souvent dans les différents retours d'expérience ou dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec certains collègues un peu partout en France, on m'a beaucoup parlé de lutte contre la précarité alimentaire, etc. Là, il ne s'agit pas d'une démarche de lutte contre la précarité alimentaire, mais il s'agit bien
de venir questionner la mise en œuvre d'un nouveau droit. Et là, ça fait un peu toute la différence parce que, en tout cas, lorsqu'on est une collectivité territoriale, quel que soit voilà, les compétences presque à chaque échelon territorial, j'ai envie de dire, on met en œuvre des démarches de lutte contre la précarité alimentaire. Et ici, l'idée, c'est d'aborder le sujet autrement. Notre élu a l'habitude de dire que pour elle, il s'agit vraiment d'un changement de modèle, de passer d'un système en fait de charité. C'est aujourd'hui, c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. 11% de la population française a recours à l'aide alimentaire. De passer de ce système de charité à un système de droit. Voilà, de faire de l'alimentation un droit universel. Ça, c'est une finalité très forte. Et donc, quand on vient mettre en place un projet d'aide alimentaire, de sécurité sociale de l'alimentation, il ne s'agit pas de venir bonifier nos pratiques de lutte contre la précarité alimentaire, mais bien de venir interroger la mise en œuvre d'un droit universel. Donc ça, c'est une première finalité très forte. Et la deuxième, qui est tout aussi importante, est celle de pouvoir avoir simultanément une action sur le système agroalimentaire français pour en faire un système plus juste, plus durable, plus vertueux pour l'environnement. C'est-à-dire de faire d'encourager en fait dans cette spirale de l'incitation à une alimentation saine et locale, d'en faire un levier pour développer une agriculture nourricière et saine pour l'environnement. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les enjeux très forts, enfin en tout cas les finalités fortes que porte ce projet de SSA. Voilà. Donc voilà, pour être aussi assez dire synthétique pour laisser de la place aux échanges, vous dire que localement en Gironde, quand on a initié cette expérimentation, c'était il y a plus de 2 ans maintenant, et on a passé un temps assez conséquent à prototyper en fait l'expérimentation qui est lancée aujourd'hui depuis 1 mois et demi. Mais en tout cas, on a consacré, voilà, on a pris beaucoup de soin à co-construire avec l'ensemble des parties prenantes la démarche expérimentale qu'on allait mettre en place par la suite. Alors, je vous l'ai dit, à l'origine, 3 acteurs qui sont porteurs d'un projet de SSA, donc le conseil départemental de la Gironde avec un président qui avait inscrit dans son programme électoral l'expérimentation d'une SSA 1 an auparavant, la ville de Bordeaux qui portait également un projet solidaire, et puis ce collectif associatif, citoyen et engagé dans des projets de recherche et développement avec des chercheurs qui souhaitent mettre en place une espèce de convention citoyenne sur la SSA. En fait, du coup, on avait là un terrain extrêmement favorable pour venir construire quelque chose collectivement. Donc, on a fait de nos 3 initiatives un seul et même projet. On a donc fusionné un peu ces différentes ambitions pour construire ensemble cette expérimentation qui allait aboutir plus d'1 an après. Notre clé d'entrée, la clé d'entrée qui a été choisie et qui a été un peu le premier acte de travail, d'approche en fait pour le prototypage de l'expérimentation, a été de travailler directement avec des citoyens. Et donc là, il y a un groupe de 40 Girondins qui a été constitué et qui se sont engagés dans ce qu'on a appelé des parcours d'engagement. C'est une phase de la démarche sur laquelle on va revenir plus en finesse dans le deuxième webinaire consacré à la SSA, mais peut-être en dire 2 mots là, parce que ça a été quand même on va dire le socle le début en tout cas du projet et la manière dont on l'a abordé. Et ces citoyens donc ont travaillé pendant 6 mois à la construction d'un document socle qui est celui de la charte de conventionnement des lieux de vente et des produits alimentaires. Donc, pendant ces 6 mois, ces citoyens ont été formés, ont rencontré des experts, ont beaucoup débattu, ont travaillé sur leur représentation et puis ont surtout beaucoup travaillé à de la proposition,
tout en étant, eux, complètement maîtres et décideurs et souverains du document qu'ils allaient produire et qui est aujourd'hui un des documents pivots de l'expérimentation. Ça a été, j'ai envie de dire, le point de départ de notre démarche qui nous a permis aussi, j'ai envie de dire, de structurer une gouvernance de projet qui n'était pas simple, très honnêtement, parce qu'on était des acteurs différents, avec des modes de faire qui ne sont pas du tout les mêmes, des façons de prendre les décisions qui divergent aussi entre des collectivités territoriales, des associations, des collectifs citoyens ou des chercheurs. Eh ben, on ne travaille pas du tout de la même manière. Donc, on a mis aussi beaucoup de temps à construire des règles de gouvernance on les a même écrites, ces règles. Hein. On a écrit une charte qu'on a appelée la charte de valeurs et d'engagement qui nous a permis de mettre à plat un petit peu un fonctionnement dans lequel on se retrouvait tous et qu'on a écrit ensemble et sur lequel on s'est appuyé pendant 1 an et demi pour pouvoir prendre toutes les décisions nécessaires à l'élaboration de cette expérimentation. Parce que là, on vient de parler de la charte de conventionnement qui a été on va dire une production forte de la phase de prototypage, mais il y avait tout un tas de décisions et de questions auxquelles il fallait apporter des réponses, comme par exemple le montant de l'allocation, le fonctionnement des cotisations, le fonctionnement des caisses locales, le portage juridique, etc. En fait, dès qu'on ouvrait un sujet, il y avait des dizaines et des dizaines de questions qui venaient se poser et auxquelles il a fallu qu'on porte des réponses collectivement. Donc, on s'est structuré en différents groupes de travail dans lesquels étaient représentés à chaque fois l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient citoyennes, associatives, universitaires ou publiques. Voilà. Et on a travaillé comme ça pendant 1 an et demi pour réussir à modéliser une expérimentation qui a été lancée au mois de mars dernier. Alors, aujourd'hui, comment ça marche? Aujourd'hui, on a des citoyens, 400 Girondins, qui se réunissent au sein de caisses locales. Donc, on a 4 caisses locales en Gironde parce qu'on a 4 territoires qui expérimentent la SSA. 2 territoires ruraux et 2 territoires urbains. Donc 400 Girondins, donc une centaine de personnes par caisse locale, qui reçoivent tous les mois une allocation de 150 € par personne. Et en fonction du nombre de personnes dans le foyer, cette allocation est dégressive, c'est-à-dire qu'à chaque personne complémentaire, il y a 75 € qui viennent se rajouter à l'allocation du foyer. Par exemple, pour un couple avec un enfant, ça fait 300 € mensuels. Donc, ces personnes reçoivent une allocation mensuelle avec laquelle ils peuvent s'approvisionner au sein de lieux de vente qui sont conventionnés et qui ont signé donc la charte de conventionnement qui nécessite de répondre à certains critères, que ce soit des critères de durabilité, des critères de qualité, des critères de saisonnalité, en gros des critères environnementaux et sociaux qui ont été élaborés par les citoyens. Donc voilà, tous les mois, ils vont faire leurs courses dans ces différents points de vente. Il y en a une trentaine en Gironde, environ entre 7 et 15 par territoire. Parallèlement, tous ces participants cotisent mensuellement. Et là, c'est un choix fort qui a été pris localement. Ils cotisent c'est eux qui déterminent le montant de leur cotisation. On a beaucoup discuté de la manière dont le montant de cotisation allait être calculé. Et donc, on a fait des calculs pour que le montant soit un montant de cotisation à taux unique ou à taux progressif en fonction des revenus des personnes, etc. On a fait plein de scénarios chiffrés, etc. pour aboutir finalement à une autodétermination de la cotisation qui nous a paru pour plein de raisons différentes, le meilleur des scénarios, et c'est donc celui qui est choisi aujourd'hui. Donc, les participants cotisent à la hauteur de ce qu'ils estiment être le montant approprié par rapport à leurs ressources et par rapport à leurs besoins. Et ils reçoivent immédiatement
sur leur compte Mona, on pourra y revenir parce qu'il s'agit d'une monnaie numérique, sur leur compte Mona, le nombre de crédits qui correspond à le montant de leur allocation. Voilà, et tout ça est animé au sein de caisses locales dans lesquelles les citoyens du territoire concerné se retrouvent, discutent, prennent des décisions, puisque, par exemple, en ce moment, puisqu'on est au début de l'expérimentation, l'éventail de lieux conventionnés s'étoffe un peu. Donc, à chaque rencontre, ils viennent voter, valider le conventionnement, par exemple, de nouveaux points de vente. Voilà. Bon, voilà, sur la description, je vais peut-être m'arrêter là pour vous laisser poser les questions qui vous viendraient à l'esprit. Et puis, ça, je l'ai déjà dit, voilà, c'était de se redire, là, vous avez la carte de la Gironde. Voilà, on a deux territoires très centrés qui sont la ville de Bordeaux et la ville de Bègles, qui est une ville aussi urbaine de la métropole bordelaise, et puis deux territoires très ruraux, hein, aux extrémités du département, dont un se trouve vraiment dans croissante pauvreté. Voilà, donc 4 territoires, 400 Girondins engagés aujourd'hui, et puis 30 points de vente conventionnés. Voilà, sur tous ces éléments, je pourrais vous donner plus de détails. Sur les points de vente, on a à peu près aujourd'hui une douzaine de producteurs qui vendent en direct. Les autres sont des distributeurs, que ce soit des petites épiceries, des épiceries coopératives, des épiceries solidaires ou des épiceries plus classiques, auquel cas elles doivent remplir les critères voilà, présents dans la charte de conventionnement. Voilà, je pense que je m'arrête là sur la présentation pour vous laisser un peu libre de, je sais pas, de me questionner ou de questionner aussi mes collègues qui sont là sur ce qui vous touche, ce dont vous avez envie de parler. Merci beaucoup, Justine. Du coup, on vous propose de... Ah, mais il y a déjà des mains levées, c'est super. On vous propose de mettre vos questions ou vos idées dans le klaxoon, si vous y avez tous accès. Et après, il n'y a aucun souci aussi pour que vous preniez la parole, forcément. Oula, il y a des cadres qui bougent. Je vais peut-être projeter quand même le klaxoon, comme ça on l'aura tous sous les yeux. En attendant, on peut prendre... il y a une question de Sarah qui lève la main. Oui, merci pour cette présentation. La question, c'était les personnes qui sont dans ces 400 personnes qui sont investies. Est-ce que vous avez un peu un retour sur leur motivation? Quelles sont les motivations qui leur ont conduit à... Est-ce que c'est des motivations de consommer sain? Est-ce que c'est parce que financièrement c'est intéressant? Quel profil aussi, enfin le profil et les motivations des personnes? Et ensuite, alors peut-être que j'ai raté des choses parce que j'ai eu beaucoup de mal pour le klaxon, donc j'écoutais. Mais est-ce que vous avez parlé de l'équilibre de ce régime? Je ne sais pas si ça a été abordé. Voilà, donc c'est les deux questions qui me viennent. Sur les questions des motivations. Alors, déjà, c'est vrai que j'ai rien dit sur la composition du panel des personnes qui participent à l'expérimentation. Donc, on a fait le choix d'avoir un panel qui soit globalement représentatif de la population girondine, même si on souhaitait, parce que finalement, on ne touche que 400 personnes, on souhaitait que les personnes en situation de précarité alimentaire soient surreprésentées dans ce panel. Donc, elles sont surreprésentées, effectivement, à hauteur de 37%. Et le reste de l'échantillon sont des personnes représentatives de la composition de la Gironde, tant sur la composition des foyers, donc c'est-à-dire le nombre de personnes dans le foyer, que sur le niveau de ressources. Voilà. Donc, sur leur motivation, on a, j'ai envie de dire, deux catégories de personnes. On a une première catégorie de personnes qui sont les foyers des 40 Girondins qui avaient participé au parcours d'engagement, donc qui sont engagés finalement dans cette démarche et qui sont devenus des militants quasiment de la SSA et qui, eux, vraiment, ils participent aujourd'hui
parce qu'ils ont une conviction forte dans ce modèle qui est proposé là et qui croient en ce modèle et qui ont qui ont vraiment souhaité tous poursuivre l'expérience jusqu'au bout. Donc, on a ces personnes dont dont on connaît bien les motivations puisque ils sont très, très impliqués et partagent avec nous l'ambition qu'ils portent à ce projet-là. Et après, j'ai envie de dire que les motivations, on ne les a pas encore sondées, même si on sait aujourd'hui qu'elles peuvent être très diverses. Il y a eu, comme on a eu un temps de prototypage et de travail en amont qui a été très long, il y a eu beaucoup de bouche à oreille autour de ce projet. Et donc, on sait qu'un certain nombre de personnes qui ont candidaté pour participer l'ont fait parce qu'elles étaient intéressées, elles aussi, par le modèle que proposait l'expérimentation et par les finalités visées par l'expérimentation. Et puis, je pense qu'une partie des personnes qui ont candidaté pour participer l'a fait aussi pour des raisons financières, parce qu'elles étaient en situation de précarité et qu'elles voyaient une solution au travers de cette expérimentation qui leur était proposée. Et à chaque fois, on a eu des retours positifs sur la question de l'accès à une alimentation saine, en fait, de ces personnes-là, qui était pour elles une vraie demande et un vrai levier d'accéder à une alimentation de qualité au travers de cette démarche qui leur était proposée. Alors, j'en profite juste pour dire qu'il y a 4 projets de recherche qui sont engagés, qui suivent notre expérimentation. Et ça va faire partie, en fait, des éléments qui vont être travaillés, qui sont travaillés par les chercheurs et sur lesquels on aura des éléments beaucoup plus précis à l'issue de l'expérimentation. Donc, ça, c'est sur les motivations. Et l'autre question, c'est la question de l'équilibre nutritionnel, vous voulez dire? C'est ça? Équilibre plutôt du régime financier. Du budget. Ah, financier, j'ai pas entendu, pardon. Financier oui, ou financier. Ah, financier. Je croyais que l'équilibre en termes de nutrition. Alors, sachant qu'il y a d'autres questions, une question sur les financements. Comment est-ce que c'est financé? Quel lien entre cotisation et allocation? Et comment est-ce que le projet a été financé? Et quel montant aussi est moyen de cotisation? Ok. Alors, sur le budget global de la caisse. Donc, quand je parle de caisse, je parle de la caisse qui vient, qui réunit la somme nécessaire pour verser les 400 allocations tous les mois pendant un an. Dans cette caisse-là, on a un budget prévisionnel aujourd'hui, puisqu'il est difficile de se projeter sur le montant des cotisations. On a un budget prévisionnel qui pose à hauteur de 40% la contribution des cotisations à cette caisse-là. Donc, on considère, c'est à peu près les calculs qu'on a fait, que cette caisse dont le montant s'élève à pas loin de 500 000 € pour une année, il y a 40% de ce montant-là qui va être couvert par les cotisations. Ensuite, il y a le département est le premier financeur de cette caisse à hauteur de 150 000 € et la ville de Bordeaux qui vient contribuer à hauteur de 60 000 €. Le projet, il a aussi pu bénéficier de pas mal de soutien, notamment dans le cadre de réponse à des appels à projets comme Mieux manger pour tous, où du coup, on a été retenu l'an dernier à Mieux manger pour tous et ça a permis de venir compléter ce qui manquait sur la caisse et quelques subventions complémentaires qui nous viennent de la région ou de la métropole. Voilà, donc beaucoup de cofinancement, ce qui est aussi important pour la crédibilité, la légitimité du projet. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un des budgets de la SSA, parce qu'il y a aussi un deuxième budget qu'il faut pouvoir anticiper, c'est le budget en termes de fonctionnement, avec des moyens humains qui sont très lourds à mobiliser. Et c'est vrai que nous, département, on a été très investis, mais il y a aujourd'hui des animateurs au sein de chacune des caisses locales. Il y a de la coordination de projet à l'échelle départementale qui a été confiée à l'association Acclimataction, qui, elle, porte juridiquement aujourd'hui la caisse. Donc, il y a un budget de fonctionnement qui est quasi équivalent au budget de la caisse, qui est aujourd'hui un peu au-dessus de 400 000 € pour une année d'expérimentation.
enfin une année allongée parce qu'on met dedans tout le temps de préparation et le temps de l'évaluation. Donc ça, c'est sur le budget global. Et Il y a après, d'autres questions aussi sur le budget, justement, pardon. Est-ce que les 4 caisses locales peuvent se compléter si l'une est en déficit? oui. En fait, les caisses, il y a en réalité une caisse commune qui approvisionne, enfin qui verse l'ensemble des allocations. Il n'y a pas de budget différencié sur les caisses locales. En fait, elles n'ont d'autonomie entre guillemets que sur l'animation et la prise de décision qui a trait au conventionnement. Et est-ce que quelqu'un vous a aidé pour évaluer les proportions de subventions? Comment est-ce que vous avez évalué les différents budgets, financements, etc.? Alors, on a fait en avançant, c'est-à-dire que, en fait, on était parti avec une idée qui était celle de pouvoir expérimenter pendant au moins 1 an. À partir de là, il a fallu qu'on construise un budget. Le département était quand même très engagé et porteur, donc on a déterminé le montant qu'on pouvait mettre avec nos élus. Après, on a un peu, ça a été fait un peu aussi avec une lecture en creux, hein. La ville de Bordeaux aussi a travaillé, a estimé, voilà, sur voilà, tout ça, ça a pris plusieurs mois, hein, la construction du budget, de voir à quelle hauteur et selon quels moyens, parce que la ville de Bordeaux intervient d'une manière très différente, mais vient soutenir selon des dispositifs existants la caisse commune. Et on souhaitait collectivement, l'ensemble des acteurs, que le montant des cotisations puisse couvrir une part quand même significative de la caisse. On savait qu'elle ne couvrirait pas, qu'elle ne serait jamais à l'équilibre avec les cotisations, déjà parce qu'on a un panel qui est majoritairement précaire, donc on savait qu'il ne pouvait pas être à l'équilibre, mais on souhaitait quand même pouvoir atteindre ce minimum-là. Voilà, et à partir de là, après, on savait qu'il nous manquerait des financements, donc on est allé chercher du cofinancement par de l'appel à projet. Et en lien avec ces questions de budget, on a une question aussi qui porte sur le modèle juridique. Quel est le modèle juridique adopté pour le paiement des participants? Ok, ça a été la question la plus compliquée. Le portage juridique, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé pendant des mois. On a été appuyé par nos services juridiques, nous en interne, par les services juridiques de la ville de Bordeaux. Nous, en tant que collectivité territoriale, on n'a pas pu, voilà, pour des questions de compétences et de réglementation, on n'a pas pu être porteur de cette caisse-là. Donc, la décision collective qui a été prise, c'est que le collectif Acclimatation, qui est engagé depuis le début comme nous, soit constitué en association pour porter la caisse. Donc, aujourd'hui, le modèle juridique porteur de la caisse, c'est une association qui, dont l'existence préexiste aussi, ça c'est important. Bon, si jamais il y a des collègues de collectivités qui souhaitent mettre en place une expérimentation comme celle-là, on pourra apporter plus de détails, mais voilà, il y a plein de subtilités quand même à maîtriser sur le portage juridique. Et aujourd'hui, donc, ce sont eux qui sont porteurs de la caisse et voilà, après, je peux rentrer dans plus de détails, mais je ne sais pas quel niveau de détail vous souhaitez avoir sur le versement des allocations, qui est un peu technique aussi, puisque les participants ne reçoivent pas d'euros sur leur compte. Hein, ils ne reçoivent pas 150 ou 300 euros sur leur compte bancaire. Ils reçoivent des crédits Mona qui sont à dépenser dans les points de vente conventionnés. Et par contre, lorsque un participant à l'expérimentation SSA vient faire ses courses dans le point de vente, il vient, je sais pas, hein, remplir un panier à hauteur de 100 Mona. Il fait son code à la caisse comme un code de carte bleue sur l'appli Mona. Et le point de vente, lui, reçoit par contre immédiatement les 100 Mona en euros. Voilà. Après, au-delà du modèle juridique, on avait aussi d'autres questions sur le panel. Bon, tu as déjà quand même pas mal détaillé le panel, comment est-ce qu'ils ont été recrutés, les citoyens et les profils et les motivations. On avait une question sur l'organisation de la gouvernance que tu as évoquée quand même dans ta présentation. Mais si tu peux revenir sur l'organisation de la gouvernance. Peut-être sur le recrutement des citoyens.
En fait, on avait, bon, je vous l'ai dit déjà, 40 Girondins engagés et qui ont souhaité poursuivre. Et après, on a ouvert publiquement la possibilité, par un espèce d'appel à candidature, la possibilité de participer à cette expérimentation. On a très peu communiqué dessus. Ça a été ouvert pendant les vacances de février de l'hiver dernier. Et sur le site du département, sur le site de la mairie, sur le site d'Acclimatation, voilà, sans faire de communication. Et en 3 semaines, on a eu 800 candidatures. Donc, honnêtement, alors peut-être que le bouche à oreille aussi avait fonctionné parce que on y travaillait depuis longtemps, mais en tout cas, ça n'a pas été un souci d'aller chercher des gens. Toutefois, je rajoute un petit bémol. Il y a un profil qui est encore manquant aujourd'hui parce que nous, on a fait le choix d'être représentatif de la population girondine sur la question de la composition des foyers. Et le profil qui nous manque un peu, c'est les personnes seules à haut revenu. Celle-là nous manque sur 3 territoires. Même si c'est un foyer, il est manquant sur 3 des 4 territoires. Voilà. Et après, sur l'organisation de la gouvernance, sur toute la phase de prototypage, on a mis en place un certain nombre d'instances de travail. Donc, on avait un comité technique dans lequel étaient représentés les citoyens, les associations, les chercheurs, les collectivités territoriales. Donc, ce comité technique travaillait sur des sujets de fond, le montant de la cotisation, le calcul le montant de l'allocation, le calcul de la cotisation, le fonctionnement des caisses, peu importe. Voilà, on avait tout un tas de sujets à travailler, à défricher, et on faisait remonter tout ce travail-là, enfin remonter ou redescendre, je ne sais pas, tout ce travail-là au sein des caisses locales qui, elles aussi, les discutaient. Donc, on faisait des allers-retours entre citoyens, comités techniques, voilà, sur des sujets de fond. On arrivait à formaliser des propositions sur chacune des thématiques travaillées sur lesquelles des décisions étaient prises au fil de l'eau dans le cadre d'une autre instance qu'on appelait le comité stratégique, dans lequel siégeait aussi l'ensemble des parties prenantes, donc des représentants des associations, des représentants de citoyens, des représentants de chercheurs et des élus pour les collectivités. Donc, c'est comme ça, au fil de l'eau, on a avancé, posé brique par brique un certain nombre d'éléments qui ont constitué après le modèle qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. On a eu aussi des temps pendant l'année et demie de prototypage et de co-construction. On a eu aussi des temps collectifs où l'ensemble des participants, c'est-à-dire environ 150 personnes ont contribué au prototypage de l'expérimentation. On se réunissait tous pour travailler sur des sujets de fond, partager les avancées, les prises de décision. Voilà, ça, on a eu 3 grands temps comme ça sur la phase de prototypage. Et aujourd'hui, cette gouvernance, elle n'est plus tout à fait la même, du fait aussi du modèle juridique qu'on a choisi, puisqu'aujourd'hui, la prise de décision, du coup, se fait au sein du CA de l'association, dans lequel nous n'avons pas le droit de siéger, parce que voilà, sinon, l'asso serait considérée comme une association de fait. Donc, on a gardé tout un tas d'instances dont je ne vais pas vous sortir les noms, mais qui correspondent à celles que je viens d'énumérer, des instances dans lesquelles on travaille, on échange, on construit ensemble. Mais au final, les décisions sont prises, les décisions de fond ou d'importance sont prises au sein du CA de l'association porteuse, qui est Acclimatation. Donc là, tu viens d'évoquer en parlant de la gouvernance, mais on a une question aussi sur l'organisation et l'animation des groupes de travail, les lieux de réunion, les formats. Est-ce que c'était plutôt présentiel ou distanciel? Est-ce qu'il y avait des facilitateurs? Est-ce que vous avez utilisé le design pour animer ces réunions, etc. Ouais. Alors, sur toute la phase de travail préalable à l'expérimentation, on a la chance, nous, au département de la Gironde, d'avoir un laboratoire d'innovation publique à la base et qui est un lieu également. Donc, on a énormément travaillé à la base au labo d'innovation publique. Tous les comités techniques quasiment se sont faits
se sont tenues à la base. Après, bien entendu, en fait, il y a eu tellement de temps de travail qu'il y a tous les temps, en fait, les temps de travail des caisses locales qui ont lieu sur les territoires. Et là, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, mais sur chacun des territoires, on a une association référente qui anime la caisse locale. Donc là, les rencontres se tiennent dans les sièges de l'association animatrice. Et ensuite, on a des rencontres plénières qui ont beaucoup tourné sur le territoire girondin en fonction des différents lieux d'accueil. Sur le format des réunions et les méthodos, on est quand même une communauté d'acteurs qui manions tous un peu différentes méthodes d'intelligence collective. Donc oui, je pense qu'on a pu tout utiliser, tout ce qu'on connaissait en termes de méthodes d'animation. On a fait aussi du design sur certains bouts du projet. Et on a beaucoup privilégié le présentiel sur les temps de construction, énormément. Même si, par exemple, sur les moments de prise de décision, on avait souvent des acteurs qui étaient à visio en distance parce que la Gironde est un territoire quand même très étendu. Mais dès qu'il s'agissait de construire collectivement, on a fait beaucoup de présentiel. Après, on avait une autre question, un autre typologie de questions sur la place des organisations paysannes, des paysans, dans le projet, en plus des citoyens. Ouais. Alors, il se trouve que dès le départ, en fait, dès l'intention politique de lancer un travail de réflexion sur la SSA, on en a, en tout cas nous, politiquement, le département, on a informé les organisations paysannes de cette volonté de travailler là-dessus en les invitant, en invitant leurs représentants à venir se joindre à nous dans le cadre de plénières. Bon, ils en ont toujours pris acte sans jamais vraiment, en tout cas officiellement, participer par des modalités représentatives au débat et aux séances de travail. Pour autant, déjà, il se trouve que dans les citoyens, on avait deux maraîchers qui faisaient partie des citoyens engagés et qui nous permettaient un peu, avec leur double casquette, d'avoir ce regard-là. Et puis après, progressivement, au sein des caisses locales, avec l'animation qui s'est créée un petit peu au sein des territoires, des producteurs sont venus rejoindre la réflexion et la dynamique et ont participé localement aux échanges. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça, de manière très empirique, en fait, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, donc, il y a des producteurs qui sont conventionnés. Il y en a 12, je crois, et d'autres sont en projet. Il y a 12 producteurs qui sont conventionnés, qui donc, à ce titre, participent aux échanges sur le fond au sein des caisses locales. Voilà, pour l'instant, on en est là. Je ne sais pas si c'est satisfaisant ou pas, mais en tout cas, c'est à ça qu'on est arrivé aujourd'hui. Merci beaucoup, Justine, pour tes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'apparaissent pas sur le klaxon? N'hésitez pas à prendre la parole directement aussi. Vas-y, Jennifer. Dans le chat, je vois qu'il y a une question. L'appli Mona est comme une monnaie locale. En fait, la Mona n'est pas une monnaie locale. C'est ce que nous, on appelle une monnaie alimentaire. En fait, c'est une interface numérique qui permet aux gens de pouvoir acheter, payer en fait en Mona, mais via une interface numérique, les produits qu'ils vont acheter. Et ensuite, le commerçant se fera rembourser en euros. Donc, la monnaie n'est pas... En fait, c'est uniquement une interface numérique qui permet aux gens de détenir de la Mona, et une Mona correspond à 1 euro. Voilà. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, Jennifer, oui. Attends, pardon, je rigole parce que je vois le profil rare du riche célibataire que je n'avais pas vu. Oui. Et voilà. Mince, du coup, je ne sais plus si la Mona, oui, non, oui, effectivement, ça n'est pas une monnaie locale parce qu'elle n'est pas réinvestie après dans le circuit. Et oui, juste ce que je voulais préciser, c'est que la Mona aussi, c'est
c'est un choix aussi qui a été à rebondissement et compliqué à faire. Mais pour autant, la Mona est un logiciel libre aujourd'hui. Donc, c'est aussi un commun. Ça a fait partie aussi du choix de cette monnaie-là. C'est le support qui a été aussi choisi par l'expérimentation menée à Montpellier. Et en fait, nous, en contribuant au développement de la Mona, on contribue aussi à permettre à cette interface d'être appropriée par d'autres territoires ou d'autres expérimentations qui souhaiteraient se développer. Et aujourd'hui, voilà, nous, on a financé du coup un certain nombre de développements nécessaires au bon fonctionnement local, mais du coup, ils sont aujourd'hui ouverts et libres à tous. Parce qu'on a financé, nous, un projet en lien avec des monnaies locales. Et je trouvais que cette Mona, elle a tous les critères de la monnaie locale. C'est-à-dire, elle a une valeur pour 1 euro. Elle permet de valoriser l'achat local. Et je me disais, est-ce que ça n'a pas été vécu comme une concurrence s'il y avait une monnaie locale sur Bordeaux? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais de se dire pourquoi vous avez fait le choix de créer quelque chose de spécifique s'il y avait déjà sur votre territoire une monnaie locale qui existait, dont les finalités sont un peu celles-ci. Donc, je ne sais pas, ça m'a interpellée. Alors, en fait, les monnaies locales, elles ont quand même une ambition qui leur est propre et tout à fait louable. Et c'est un combat en tant que tel, la monnaie locale. Ça nous a paru être, j'ai envie de dire, on n'a pas réussi à être, à s'engager, en tout cas, dans j'ai envie de dire, le combat des monnaies locales qui ont beaucoup de mal à s'imposer parce que l'idée d'une monnaie locale, c'est quand même aussi d'être réintroduite dans un circuit. C'est-à-dire que pour les monnaies locales, l'idée, c'est que les commerces qui utilisent ou qui autorisent les monnaies locales sont censés les réutiliser après auprès de leurs fournisseurs, etc. Nous, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas une monnaie qui est réutilisable, c'est juste une monnaie alimentaire, mais qui n'est pas du tout mise dans un circuit. Derrière, il n'y a pas l'idée de changer de monnaie, en fait, ou d'avoir une monnaie parallèle. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est qu'on a une autre expérimentation localement de SSA dédiée au public étudiant qui, lui, s'appuie sur notre monnaie locale, girondine. Donc, il y avait déjà une expérimentation en cours là-dessus. Et le pourquoi nous, collectivement, on n'a pas souhaité aller là-dessus, c'est qu'en réalité, ça aurait voulu dire que tout le volet démocratique, qui est celui de venir définir une charte de conventionnement, n'aurait pas pu exister puisque c'est la monnaie locale qui l'aurait imposé. Les monnaies locales, aujourd'hui, elles fonctionnent selon une charte qui leur est propre. Et nous, c'est le cas localement de la quoi déjà, les filles? J'ai oublié le nom de notre monnaie locale. La GEM, pardon. Pardon, je viens de retrouver. C'est le cas de la GEM qui a sa propre charte de conventionnement avec les commerces avec lesquels elle travaille, alors que nous, le cœur du projet était bien le volet que tout le volet démocratique s'exprime justement autour de ces choix de critères de conventionnement. Et donc, ça n'aurait pas eu de sens que de les voir imposés par une charte préexistante. Voilà. On avait une question d'Angélique aussi. Je vois que tu lèves la main. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir si vous aviez déjà des résultats, comment se passent les premiers mois d'expérimentation, est-ce que vous avez été étonné par certaines choses, est-ce que ça se passe comme vous vouliez? Voilà. Alors, hier, on a eu la première réunion de la caisse commune. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif. C'est hyper positif. Enfin, là, je vais vraiment parler en trait perso parce que je pense qu'on a toutes et tous, on est beaucoup à être engagés sur ce projet. Vous l'aurez compris, c'est moi qui parle, mais on est vraiment beaucoup d'acteurs à être engagés. Moi, je trouve que ça a très bien pris. Je suis admirative, en fait, de la manière dont les caisses locales fonctionnent, de l'implication des habitants au sein des caisses locales, de la manière dont ils se mobilisent, de la façon dont le conventionnement
Des points de vente a pu être un succès. Je pensais que ça allait être très, très compliqué. Enfin, et en fait, moi, je suis plutôt... enfin, en tout cas, pour l'instant, on coche un peu toutes les cases de là où on voulait être à un mois ou un mois et demi du lancement. Là où on n'y est pas encore complètement, mais je pense que c'est tout à fait normal, c'est sur le montant des cotisations au sein de la caisse. En fait, là où on s'est rendu compte qu'il y avait un delta, c'est que entre les personnes qui sont engagées un peu dans le projet depuis des mois, voire des années, on voit que ces personnes-là, même si leur niveau de ressources est faible, vont cotiser plus que celles qui rejoignent juste maintenant l'expérimentation. Et on se rend compte qu'en fait, il y a besoin de temps pour assimiler les valeurs du projet, comprendre aussi tout l'aspect solidaire que ce projet porte en lui, adhérer à l'ensemble de ces valeurs-là. On voit, en fait, mais ça, on s'en doutait, enfin, en tout cas pour moi, ça n'est pas du tout une surprise, qu'il faut plusieurs mois pour comprendre la complexité de la démarche et comprendre pourquoi on n'a pas le droit d'acheter une bouteille de coca ou du jambon sous vide industriel avec cette allocation. Et voilà, donc ça prend un peu de temps. Je ne sais pas si Jennifer, Anna, vous voulez dire des choses par rapport aux premiers éléments dont on dispose aujourd'hui. Ouais, Jennifer. Oui, je voulais rajouter, enfin, je pense que ça apparaît, mais par rapport à l'investissement des personnes, il est toujours encore très important au niveau des caisses locales. Donc, sur chaque territoire, en fait, il y a des caisses locales qui se réunissent une fois par mois et ça se fait en soirée ou le samedi et les gens sont toujours très nombreux. Et en effet, on rediscute pour étendre le conventionnement et les gens sont très investis, en fait. L'investissement n'a jamais baissé, en fait, au contraire. Même les nouvelles personnes qui viennent de se raccrocher au projet sont très investis, très présents. Et en effet, on continue sur le conventionnement. Voilà, en fait, le projet évolue perpétuellement. Et même si on a une charte de conventionnement qui est une base, malgré tout, après, là, on est plus dans le concret et il y a des produits qui peuvent être conventionnés, qui vont étonner certains, donc c'est rediscuté en caisse locale ou alors certains produits qui ne sont pas conventionnés, ça pose un problème et vraiment maintenant, ce sont des décisions par territoire. C'est-à-dire que les caisses locales identifient aussi des produits ou des lieux en fonction de leur réalité, que ce soit une réalité de vie urbaine ou rurale. Et on arrive à vraiment avoir des disparités. Enfin, c'est un peu la nouveauté et je te rejoins, Justine, sur le fait que c'est vraiment, enfin, très stimulant, en fait, comme projet. Et en effet, l'investissement des personnes est très porteur pour nous aussi. Voilà. Ok. Et du coup, j'ai une question un peu complémentaire. Est-ce que dans des endroits qui sont conventionnés, ça veut dire que pas tous les produits sont conventionnés dans un même endroit? Ok. C'est pas juste un endroit en entier qui est conventionné, c'est on trie les différents produits. Exactement. Ok, ça marche. Il y a une liste de produits qui sont conventionnés. Donc, il y a tout ce travail-là qui est fait au moment du conventionnement avec le lieu, avec la liste de produits qui sont conventionnés dans l'établissement. Alors, par exemple, si c'est un producteur, ça va être 100% de ses produits. Mais dans les épiceries, ce n'est pas forcément le cas. Ok, merci. On a 2-3 autres questions qui sont apparues aussi. Déjà, dans combien de temps dure l'expérimentation? 1 an. Et quand sont les premiers bilans? Donc, on a parlé là pour hier. Mais... En fait, on va avoir des réunions de caisses communes tous les mois et demi où on fait des points. Voilà, les caisses locales se réunissent et on fait des points, on prend un peu de hauteur. Les chercheurs regardent les chiffres, etc. Donc, tous les mois et demi, on fait un petit point.
mais ces points-là, enfin, toutes les données, elles vont être analysées à mi-parcours, notamment par les équipes de chercheurs. Donc, au bout de 6 mois d'expérimentation, on va avoir des premières tendances un petit peu analysées par les chercheurs, même si on a des éléments au fil de l'eau. Et à l'issue de l'expérimentation, bien sûr, un deuxième bilan qui sera complété encore quelques mois après. J'ai envie de dire, on l'avait projeté à 6 mois après l'expérimentation, une analyse, un petit rapport évaluatif de l'expérimentation étoffé par les chercheurs. Après, tu en as parlé tout à l'heure sur les nouvelles personnes qui rejoignaient justement les caisses et la sécurité, mais est-ce qu'il y a un outil de formation ou d'accompagnement pour les nouveaux entrants, justement? Ouais. Ah oui, alors il y a beaucoup de ressources. Il y a un truc que je n'ai pas évoqué. Du coup, vous avez autour de la table Anna qui est à l'origine et qui est la personne qui alimente le wiki. Donc, le wiki, c'est le site collaboratif de l'expérimentation. Du coup, Anna, tu peux mettre le lien dans la truc. Donc, on a quand même un site sur lequel sont référencés un certain nombre de données, d'échanges, enfin les points forts, les documents socles de l'expérimentation, mais ce n'est pas ça qui fait sensibilisation. Après, les caisses locales ont chacune dans leur mandat ou dans le mandat qui leur est confié, elles ont vocation aussi à proposer des séances de sensibilisation, d'animation, des ateliers. C'est elles qui sensibilisent les nouveaux participants. Elles organisent, comme elles le souhaitent, des débats, des discussions, des rencontres avec des producteurs. Voilà, il y a toute une animation en fait très très vivante autour des caisses locales qui existent. Et pour ça aussi, il y a un certain nombre de supports et d'outils qui ont été utilisés pendant ce qu'on a appelé les parcours d'engagement que j'évoquais tout à l'heure, donc les 6 mois de construction de la charte de conventionnement. Il y a tout un tas d'outils, donc un travail sur des idées reçues, des fiches techniques pour venir un peu sensibiliser, questionner avec des personnes qui, a priori, ne connaissent pas grand-chose aux enjeux liés à l'alimentation. Et ça, ces ressources, elles sont en ligne en partie sur le wiki, mais aussi sur le site d'Acclimatation. On peut le mettre aussi dans la discussion. Voilà. Et il y a, là, on ne l'a pas encore formalisé, mais en tout cas, il y a pour idée au sein de l'asso Acclimatation de venir un peu capitaliser tout et de centraliser, capitaliser tous les outils qui ont été utilisés tant pour la construction du projet que pour l'animation des caisses aujourd'hui. Ça, il y a un travail, il y a l'objectif de travailler là-dessus. Même si vous trouverez quand même quelques trucs. Il y a même des vidéos avec des rencontres de spécialistes ou d'experts que vous pouvez réutiliser, qui ont été utilisés, nous, pour des temps de travail avec les citoyens, et qui sont libres d'accès. Et on pourra aussi peut-être vous envoyer les documents en même temps que le replay du webinaire. Oui, bien sûr. De com. Même s'ils sont tous sur le wiki. Oui. Et dernière petite question, parce que il est 15h pile. Est-ce que vous avez avancé sur l'idée de conventionner avec des entreprises pour la partie ticket resto? Non. Voilà. Non, non. Je ne sais pas si Anna, Jennifer, vous en avez rediscuté dans d'autres cadres, mais en tout cas, non. Déjà, on essaie de stabiliser ça, ce qu'on a réussi à mettre en place là. Et non, sur les tickets resto, on n'a pas avancé. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Justine, Jennifer et Anna. Et merci à tous et toutes pour votre participation. Il y a un deuxième webinaire le 18 juin qui portera plus sur la mobilisation citoyenne. Donc, ça nous permettra de revenir sur ces questions peut-être de panel, de mobilisation, même peut-être de gouvernance. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour vous inscrire dès maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup, au revoir.